Et donc, sujet du jour, les vasculites et plus particulièrement le traitement. Et donc, comme tu venais d'annoncer, Frédéric, ça va être les gros vaisseaux. Donc, pour rappel, Dr. Liskovic est un tout frais interniste en quête de point de chute. OK, Maxime, tu as la parole. Merci pour quelle pression. Merci pour l'introduction. Voilà. Ici, donc, je vous propose un plan pour ma part en 3 parties, avec quand même un mot sur la PMR pour, pour commencer. Donc, les dernières guidelines, c'est celle de 2015, donc, ce qui fait que probablement il y a eu pas mal d'études qui sont sorties depuis ce moment-là. Je n'ai pas tout refait, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas de recommandations pour des médicaments biologiques. Et donc ici, je vais rapidement revoir 2 biologiques qui ont été étudiés récemment notamment. Donc ici, une des études, c'est une étude post-hoc de l'étude GIACTA qui s'est intéressée à prendre les patients avec une arthrite à cellules géantes qui avaient des symptômes de PMR, des symptômes crâniens ou les deux. Et ici, donc, je me suis concentré que sur les patients qui avaient une PMR, c'est-à-dire 52 patients. Et donc, la première phase de l'étude JACTA, c'était une évaluation à 1 an. Et donc, on voit qu'avec l'utilisation du tocilizumab versus placebo dans cette étude, qui contenait également des corticoïdes avec une décroissance sur 26 semaines, que l'utilisation du tocilizumab permet d'augmenter la survie sans récidive et de diminuer la survie sans rémission et la dose cumulée de corticoïdes. Donc, c'est les 2 schémas qui sont représentés avec des significations statistiques. Par contre, on observe que le taux de récidive entre les 2 groupes n'était pas significatif, avec quand même donc des récidives à 42 et 57%, avec des schémas dégressifs en corticoïdes qui étaient bien établis et peut-être moins adaptés aux patients en particulier. Ils disent éventuellement que ce taux de récidive peut être expliqué par le faible nombre de patients, mais bon, c'est quand même des maladies rares, donc on a quand même l'habitude de ça. Et il disait que peut-être que les patients qui avaient une PMR avec une atteinte des gros vaisseaux et qui rentraient dans les critères de GCA étaient peut-être plus corticodépendants que les autres. Oui. Non, dans le GIACTA, c'est les nouveaux diagnostics et des réfractaires. Maxime et Fred, quand il y a une question dans l'amphi chez vous, oui, reprenez la question parce que la question ne l'entend pas. Je vais la reprendre. Donc, la question de Camille Lemoine était de savoir si le tocilizumab dans cette étude GIACTA était donné dès le début. Et donc ici, ça ne serait pas inutile de faire un petit rappel sur l'étude GIACTA, donc c'est vraiment l'étude dans le New England qui a été vraiment intronisé le je pense que c'est mieux que ce soit Maxime qui soit la voix unique depuis que je monte. On va peut-être laisser beaucoup les questions pour la fin, sinon ça risque effectivement d'être un peu décousu. La deuxième étude donc, qui est plus récente, donc c'est de nouveau le tocilizumab chez des patients qui ont des PMR nouvellement diagnostiqués. Donc c'était une étude en double aveugle multicentrique, donc qui évaluait le tocilizumab de nouveau versus placebo avec un schéma dégressif en corticoïdes qui était assez rapide, donc sur 11 semaines, ce qui est différent de l'étude GIACTA qui, je rappelle, était plutôt sur 26 semaines, avec une évaluation assez rapide. Hein. Donc, à 16 semaines, il nous donne des données et pas après. Donc, 36 patients. On voit que le tocilizumab versus le placebo, donc ça fait quand même vraiment mieux. Ça permet d'avoir des rémissions sans utilisation de corticoïdes quand même dans 63% des cas versus 12% des cas, avec un autre ratio qui est assez élevé. Ça permet aussi d'éloigner la première récidive de manière significative et de nouveau de diminuer les doses de corticoïdes nécessaires avec, comme on peut voir, pas d'effet secondaire manifeste, avec moins d'effets secondaires dans le groupe tocilizumab que placebo dans cette étude.
Et donc ici, c'était bien le tocilizumab sous-cutané une fois par semaine, donc comme un des deux bras de l'étude JACTA, avec des résultats qu'on peut voir quasiment similaires. Si on regarde le bras 162 mg une fois par semaine, avec les corticoïdes diminués sur 26 semaines, on avait une rémission sans corticoïdes qui était aux alentours de 50 à 60% également dans l'étude JACTA, donc comme ici. En sachant que dans cette étude-là, ils ont pris une dose initiale de trénisone un petit peu plus importante que ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, peut-être que je dis une bêtise, mais c'était 50 mg. Je ne sais plus. Dans l'étude JACTA, je ne sais plus. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'en fait, dans l'étude JACTA, la dose d'entrée dans l'étude n'était pas la même pour tout le monde, parce qu'il fallait d'abord en fait être mis en. Donc, c'est dans le design de toutes ces études d'épargne cortisonique, il faut d'abord que le patient soit mis en rémission par des doses standards, et une fois qu'il est en rémission, il entre dans l'étude, selon les cas, à 35, 40, 45, 25 de prénisone. Oui, dans cette étude-ci, ils démarrent tous à 20 mg. Oui, dans celle-ci, oui. Pas dans JACTA, mais dans celle-ci, ils marquent tous à 20 mg, qui est effectivement plus haut que ce qu'on utilise, tu as raison. Celle-ci est plus pure, disons, que le JACTA, mais avec une dose équivalente de 16 mg de médrol, plus souvent à 12 plutôt que 16. Voilà. Donc pas encore d'études que j'ai retrouvées qui étudient le tocilizumab seul, vraiment sans corticoïdes. Et je ne sais pas si c'est nécessaire. La troisième étude, donc, qui date de novembre 2021, donc, c'est l'hypothèse d'utiliser le rituximab chez les patients qui ont une PMR. Donc, de nouveau, une étude en double aveugle qui était contrôlée, donc rituximab versus placebo, donc une seule dose de rituximab, 1 gramme, avec des corticoïdes qui étaient diminués sur 17 semaines, donc de nouveau plus ou moins le même type de schéma. Donc 47 patients, des patients nouvellement diagnostiqués ou en récidive, et avec un outcome à 21 semaines. Et donc là, on voit effectivement que ça revient significatif pour les rémissions sans glucocorticoïdes et également plus significatif pour des patients qui auraient des corticoïdes à moins de 5 mg par jour. Donc moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout en tête, le rituximab pour les PMR. Mais donc, éventuellement, on pourrait discuter de la place que vous réservez peut-être à cette thérapie dans cette pathologie-là, si vous avez des cas réfractaires. Oui. La place très bas dans le classement en ce qui me concerne. J'attends confirmation parce que c'est donner du rituximab déjà dans une maladie, on n'a pas l'impression que les lymphoblés sont particulièrement impliqués. Ça me paraît à confirmer. Je ne connais pas le docteur Marsman, mais à confirmer. Donc le deuxième point, c'est les artérites à cellules géantes. Donc j'ai rapidement repris les points que je trouvais marquants dans les guidelines de l'ACR de 2021. Donc pour une artérite à cellules géantes qui était nouvellement diagnostiquée, ils recommandent donc l'association d'emblée des corticoïdes avec un immunosuppresseur, que ce soit le tocilizumab ou le méthotrexate, par rapport à l'utilisation de corticoïdes seuls. Et que pour une artérite à cellules géantes qui a des symptômes crâniens qui récidive sous corticoïdes, ils préfèrent l'adjonction de tocilizumab sur l'utilisation du méthotrexate. Et on peut voir que ça contraste un petit peu avec les guidelines européennes de 2018 qui, elles, recommandaient plutôt l'utilisation de corticoïdes seuls chez les patients. Et un petit mot sur le diagnostic où on voit que le LAR a plutôt tendance à mettre plus vite en avant l'échographie de l'artère temporale et l'IRM des vaisseaux crâniens, qui doivent être faits évidemment avec l'expertise pour l'échographie et avec les bons moyens, enfin la bonne IRM pour les vaisseaux également. Et qu'aux États-Unis, on voit que ça met un peu plus de temps à s'implémenter. Voilà. Donc, la dernière chose, ça c'est le schéma qu'ils reprennent dans les guidelines. Et la dernière chose qui est intéressante, c'est de voir l'introduction de l'abatacept dans l'algorithme de prise en charge pour les patients qui récidivent
et chez qui on a déjà utilisé un immunosuppresseur, d'avoir l'abatacept comme autre immunosuppresseur à utiliser. Donc ici, en faisant la revue, je suis tombé sur un article de revue justement qui revoyait un petit peu les thérapies intéressantes pour l'artérite à cellules géantes avec, vous voyez, beaucoup de cibles sur ce schéma physiopathologique simplifié avec notamment, donc, comme je viens de dire, l'abatacept, plusieurs inhibiteurs d'interleukine dont on connaît notamment les anti-IL6, les anti-IL1, et puis quand même certains anti-IL12, IL23 et les anti-IL17. Les JAK inhibiteurs qu'on voit ici au centre et plus récemment le mavrilimumab dont Fred vous parlera peut-être aujourd'hui. Donc ici, je vous propose ce plan-ci. Donc ici, on a deux études qui se sont intéressées, comme pour la PMR, à des schémas dégressifs en corticoïdes assez plus agressifs, disons, associés au tocilizumab. Et donc ici, on a une étude ouverte, prospective, sur 15 patients, donc ce n'est pas beaucoup, d'artérite à cellules géantes avec une atteinte des gros vaisseaux thoraciques, donc des nouveaux diagnostiqués ou des récurrents, avec donc du tocilizumab en IV une fois par mois ou en sous-cutané pendant une période de 1 an, avec des corticoïdes qui étaient commencés à 50 mg par jour et discontinués sous 2 mois. Donc leurs résultats sont assez impressionnants, mais voilà, c'est une petite série. 100% de rémission à 26 et 52 semaines, alors que bon, voilà, ce qu'on observe dans l'étude JACTA, c'est une rémission à 90-95%. Je ne parle pas de rémission sans corticoïdes. Et 33% de récidive après l'interruption du tocilizumab. Donc ici, le follow-up, c'était de 12 à 18 mois, ce qui est quand même élevé. Et toutes les récidives avaient été retraitées de manière efficace par tocilizumab. Je trouve que ça, c'est vraiment très, très intéressant, hein, parce que bon, les personnes âgées en particulier, pouvoir se contenter seulement de 2 mois de corticoïdes, compte tenu des effets secondaires systématiques que l'on a avec ces traitements, c'est pas mal. Et tu vois, il y a encore mieux après. Il y a encore mieux. Donc ceci, de toute façon, le ministre Van Den Broek ne lit pas ça. Donc ici, c'est encore une nouvelle étude donc, qui est encore sous abstract, mais qui reste intéressante. C'est l'étude Gusto, donc avec ultra short glucocorticoid tapering. Donc c'est une étude ouverte, un seul bras, 18 patients, des artérites à cellules géantes nouvellement diagnostiquées, qui sont traités uniquement par bolus de méthylprénisolone pendant 3 jours, une dose de tocilizumab IV, et puis 1 an, on va dire quasiment 1 an de tocilizumab sous-cutané une fois par semaine. Donc là, on voit qu'ils observent quand même un taux de rémission qui est assez élevé, donc 78% à 24 semaines et 72% à 1 an. 17% de non-répondeurs et qui ont fini par être retraités par glucocorticoïdes avec succès et 10% d'arrêt du tocilizumab pour effets secondaires. Donc ça, on va dire, ça peut être un tout petit peu moins bien que ce qui a été présenté juste avant, mais ça reste quand même des chiffres qui sont impressionnants et peut-être que le traitement optimal se trouve entre les deux. Encore une étude que je trouve intéressante, même si elle date un peu plus, c'est chez les patients justement plus âgés, fragiles, une étude observationnelle sur 13 patients qui propose une dose plus faible de tocilizumab intraveineux, 4 mg kg, ce qui, quand on regarde en dose cumulée, correspond plus ou moins à du tocilizumab sous-cutané 2 fois par mois, si on prend quelqu'un de 80 kg par exemple. Et là également, des taux de rémission assez intéressants, 85%, avec deux patients qui ont dû arrêter le traitement pour effets secondaires et avec une diminution nette des corticoïdes. Ici non plus, pas beaucoup de détails sur cette étude-ci, mais pas beaucoup de patients non plus. Ensuite, comme je vous ai déjà parlé, l'abatacept. Donc ça, c'est l'étude de 2017 qui fait probablement que l'abatacept entre dans l'arsenal thérapeutique. C'est une étude en multicentrique, en double aveugle, qui était contrôlée abatacept versus placebo après on va dire une
induction ou bien un traitement initial par abatacept pendant 3 mois, et puis seulement une randomisation abatacept versus placebo, avec un outcome à 1 an, avec une survie sans récidive qui était augmentée, bien que pas non plus très impressionnante, et la durée sans récidive qui était également majorée, sans effet important au niveau, pas d'effet secondaire, je veux dire. Et donc ici, ils ont été un petit peu plus loin. Ils proposent une étude pour comparer l'abatacept au tocilizumab dans les artérites à cellules géantes. Donc 33 patients, un follow-up de nouveau à 1 an, avec du tocilizumab qui est donné soit IV, soit sous-cutané une fois par semaine, versus de l'abatacept en sous-cutané une fois par semaine également, avec des doses de corticoïdes assez élevées au début, 50 mg pendant 2 semaines, 20 mg à 4 mois et un arrêt à 6 mois. Et donc, à 12 mois, on voit que la réponse complète pour le tocilizumab, que ce soit IV ou sous-cut, apparaît supérieure à l'abatacept. Et pour les réponses partielles, c'est un peu moins clair, mais quand on regarde la réponse complète, enfin, l'ensemble des réponses, on observe quand même qu'il y a une différence. Je pense qu'ils ne notaient pas les analyses statistiques parce que la cohorte n'est pas très importante, donc peut-être pas significatif, mais c'est quand même intéressant et c'est ce qui ressort de ces deux études, c'est que l'abatacept semble avoir un effet dans l'artérite à cellules géantes, mais probablement un effet moins important que le tocilizumab. Donc ça pourrait éventuellement être, enfin ça reste, je pense, intéressant chez des patients qui ont des contre-indications relatives ou qui ont fait des épisodes d'hypersensibilité avec le tocilizumab, qui ont une forme qui n'est pas trop sévère, de pouvoir se rediriger vers l'abatacept. Donc ici, c'est juste une slide qui permet de montrer que ça a un effet en épargne corticoïde également, plus important avec le tocilizumab qu'avec l'abatacept. De nouveau, un abstract, mais assez récent également, que voilà, les JAK inhibiteurs, on en parle quand même dans pas mal de maladies, donc ici, on n'y coupe pas. Un essai rétrospectif ouvert, 15 patients, uniquement des patients qui ont récidivé. C'est un petit peu peut-être la première ligne quand on teste ces médicaments-là. Du baricitinib 4 mg par jour avec des corticoïdes 10 à 30 mg par jour initialement, de nouveau assez variable, avec une diminution assez accélérée. Il ne donne pas beaucoup de détails dans l'abstract, ça viendra peut-être par la suite, avec une évaluation à 1 an et de nouveau un taux de rémission assez impressionnant, parce qu'ici, c'est sans corticoïdes à 1 an, avec peu de récidives et peu d'effets secondaires. Et peut-être aussi un peu plus ancien, mais quand même, donc, les différences entre l'étude JACTA et, on va dire, une étude en vie réelle. Donc, ça compare l'étude JACTA 250 patients et une autre étude de 134 patients, donc, qui revoit un petit peu rétrospectivement l'utilisation du tocilizumab. Donc, je rappelle que JACTA, c'était tocilizumab une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et ici, dans cette étude, c'était tocilizumab une fois par semaine, 21%, ou bien en intraveineux dans 80% des patients. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans la vie réelle, les patients en général qui sont traités par tocilizumab sont plus âgés, ont une durée de la maladie qui est plus importante que lorsqu'ils sont mis dans des études, avec des paramètres inflammatoires plus élevés. Et dans la vie réelle, en général, ils ont des doses de corticoïdes qui sont plus basses quand on commence le tocilizumab. Il y avait plus de patients qui avaient été déjà traités par méthotrexate, ça semble logique. Par rapport à la rémission, on voit que les chiffres observés dans l'étude JACTA et dans l'étude en vie réelle, c'est quasiment la même chose, on va dire statistiquement en tout cas non significatif, et quand même tout de même plus d'effets secondaires dans la vie réelle que dans les études. Notamment, je pense que dans cette étude-là, il y avait des patients avec des atteintes ophtalmiques. Donc, un petit mot sur les échecs de traitement par tocilizumab dans les artérites à cellules géantes. Donc, c'est nouveau une analyse post-hoc de l'étude JACTA. Donc, ils définissent l'échec de traitement comme l'incapacité d'avoir une rémission à 3 mois ou bien une récidive entre 3 mois et 12 mois. Donc, pour rappel, ça fait 150 patients avec du tocilizumab, 100 patients traités par placebo et des corticoïdes. Et donc, on observe qu'il y a moins d'échecs de traitement
avec le tocilizumab et surtout que ça c'était disons attendu et les risques d'échec de traitement dans le groupe placebo c'était d'être une femme statistiquement et dans le groupe tocilizumab d'avoir des doses plus basses de glucocorticoïdes initialement et lorsque les patients rapportaient une maladie plus sévère initialement avant l'introduction du tocilizumab. Et alors, finalement, quels sont les prédicteurs d'une récidive après l'arrêt du tocilizumab? Donc ici, c'est ce qui a été repris dans la revue. Donc, ça reprend les résultats de différentes études. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une maladie qui dure depuis plus de 3 mois, la présence d'une aortite initialement, la présence d'une inflammation importante, que ce soit par la CRP ou le reflet sur l'hémoglobine, d'avoir un plus jeune âge initialement, lorsque la maladie commence, lorsqu'il y a de multiples rehaussements muraux dans les vaisseaux à l'IRM, oui, et lorsqu'il y a des symptômes crâniens par rapport aux formes avec une PMR. Je ne sais pas si vous avez encore une question, une remarque. Non, par rapport à la dernière slide, effectivement, c'est des patients qui sont manifestement plus graves au début du traitement. Et donc, compte tenu de ça, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas les laisser un peu plus longtemps sous corticoïdes que ce qui est prévu, ou de laisser un peu plus longtemps le tocilizumab tel qu'il était prévu. Enfin, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le glucocorticoïde. Il y a des patients qui ont besoin de 1 an, et d'autres 2, et d'autres, voilà. Et d'autres chez qui on ne s'est pas arrêté. Ce qui est intéressant, c'est l'âge plus jeune, un peu comme si la maladie des très vieux était quand même peut-être un peu différente que la maladie des plus jeunes. Et c'est ce qu'on observe aussi quand même. C'est vrai que un Horton de 55 ans, ce n'est pas la même chose qu'un Horton de 85. C'est vrai que comme commentaire supplémentaire, je n'ai pas repris ici l'étude à 3 ans sur les résultats de l'étude JACTA, mais c'est vrai qu'on voit que certaines personnes, après avoir été traitées pendant 1 an par tocilizumab, n'ont plus besoin de traitement, ont une maladie qui s'éteint, qui s'arrête, et d'autres par contre qui ont encore besoin d'un traitement en continu, qui font des récidives et qui sont plus difficiles à contrôler, mais donc c'est vrai que des durées de maladie qui semblent être différentes parmi les patients. Oui, ce qui semble effectivement revenir le plus dans les prédicteurs de ces patients qui, au bout d'1 an, rechuteront à distance de l'arrêt des traitements, c'est effectivement le fait d'avoir une aortite donc au départ, à baseline, que ce soit en angio-IRM ou en PET scan. Il faut savoir quand même que, évidemment, tout ceci est très intéressant, mais il faut se rendre compte qu'est-ce qu'on peut faire actuellement en Belgique. Et donc, en Belgique, actuellement, on peut juste prescrire le tocilizumab 1 an. Donc, moi, maintenant, le remboursement, il existe maintenant depuis le 1er mai de l'an dernier. Et maintenant, on commence à avoir les premiers patients qui doivent interrompre le traitement parce que quand ils vont à la pharmacie, même si ils ont encore une prescription qui a été faite il y a 1 mois et demi, ben, la pharmacie dit voilà, on va délivrer jusqu'à la date limite du remboursement. Mais est-ce que je me suis posé la même question? Est-ce que tu es sûr que le renouvellement n'est pas possible? Alors, donc, vous avez entendu la question de Bruno, donc il se demande si le renouvellement n'est pas possible. En fait, le renouvellement est possible si le patient rechute. Donc, en fait, on ne pourra pas renouveler en disant c'est juste une maintenance. Par contre, si on arrête et qu'au bout de 3 mois, le patient rechute et il revient dans les critères initiaux qui permettaient un remboursement, a priori, il n'y a pas... Bon, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été confronté à la situation, parce qu'à mon avis, non, puisque c'est la nouveauté, ce remboursement n'est là que depuis 1 an, mais a priori, on pourrait réintroduire une demande pour une réinduction, mais pas une maintenance. Parce que moi, il rappelle un peu les conditions initiales d'autorisation. Alors, il faut une artérite géante qui est démontrée. Alors, ils utilisent le terme selon les critères récents, enfin, ce n'est pas très, très clair. A priori, il précise bien qu'une PMR isolée n'est pas valable. Et donc, il faut avoir... donc, il y a trois cas de figure. Soit on a une intolérance aux corticoïdes en cours de traitement ou déjà dès le départ. Donc, je prends un exemple de quelqu'un
chez qui on pourrait… Donc, il y a une liste précise de quels sont les éléments d'intolérance aux corticoïdes. Donc, il y a notamment le fait d'avoir… il y a des choses qui sont présentes à l'avance et d'autres qui ne sont pas. Par exemple, la myopathie cortisonique, on ne sait pas l'avoir si on n'en a jamais eu. Mais ça, la myopathie cortisonique, c'est repris dedans. Il y a des critères un peu flous comme un diabète difficile à équilibrer, une ostéoporose. Donc, c'est relativement, vu la population de patients âgés, c'est finalement assez large. Après, on a, donc ça, c'est les patients qui sont intolérants. Et puis, on a les patients qui sont réfractaires sous traitement, où là aussi, il y a une condition de remboursement. Donc, c'est assez complexe comme document. Ça fait 2 pages. Et puis, il y a, tu vas adorer, il y a toujours la petite vexation qu'il faut que le patient ait un dépistage de la tuberculose latente par ce test tout à fait à la mode, voilà, selon les guidelines, ça doit être avec une intradermo, et si elle est positive, le patient doit lâcher un pneumologue, il doit avoir une imagerie thoracique, et le pneumologue doit dire s'il peut en avoir ou pas. Et donc, voilà, ça c'est la petite… Et donc, on s'écarte quand même largement des belles études que Maxime nous a montrées, où on met aussi d'emblée qui permet effectivement d'avoir une corticothérapie courte, quoi. Donc, on n'est pas dans ce schéma-là. Non, on n'est pas dans ce schéma-là, mais finalement, si on veut être très pragmatique, on est quand même… C'est pas tellement difficile de le tenir, en fait. On peut l'avoir assez rapidement. On peut l'avoir assez facilement. Je crois que le principal problème, c'est finalement d'être coincé au bout d'un an. Ceci dit, quand on regarde au moment où l'ANAMI a pris la décision de rembourser, dans les guidelines, qu'elles soient, enfin, dans les guidelines de l'EULAR et les guidelines anglo-saxonnes, ils disaient 1 an de traitement parce qu'on n'a pas assez de données au-delà d'un an. Donc finalement, leur schéma limitatif n'est pas tellement divergent des guidelines. Et je pense quand même que le fait que dans le formulaire, il n'est rien mis comme, tu vois, comme première demande, comme prolongation, rien n'est mis là-dedans. Et donc en réalité, rien ne dit que tu ne peux pas continuer. Si tu lis attentivement les choses, simplement tu refais une demande, mais rien ne dit en fait que tu ne peux pas continuer. C'est pas comme. Ouais. Oui, donc en fait, il y a. Qu'est-ce qu'il dit, Bruno? Mais il dit que finalement, la demande de remboursement n'est pas très explicite sur le fait que finalement, on ne pourrait pas continuer. Je pense que l'esprit dans lequel le remboursement a été obtenu n'était pas vraiment celui-là. Après, on peut toujours tenter sa chance et puis on voit ce que dit le médecin conseil. C'est IV ou sous-cutané? Non, c'est uniquement sous-cut. C'est vraiment sous-cut. Ce qui a d'ailleurs été un problème pendant la pandémie, parce que donc ça veut dire qu'à un moment, il y avait une rupture de stock de sous-cut. Et donc, si on avait sous la main des… Donc, si on voulait shifter le patient en IV, eh ben, ce n'était pas remboursé. Donc, c'est sous-cut parce qu'ils se sont vraiment calqués complètement sur G-Acta. Comme G-Acta, c'est sous-cut, eh ben, c'est sous-cut. Voilà. Donc ici, Maxime maintenant va un peu nous parler de Takayasu. Et alors moi, j'aurai encore quelques slides après sur une autre étude récente dans l'artère de géant, avec le mavrilimumab. Et je pense qu'on s'arrêtera là parce que si après on s'engage dans les vascularités en cas, ben, soit je vais bâcler, soit on va rester jusqu'à 14 heures. Donc Maxime va continuer sur les gros vaisseaux. Et puis moi, je vous montrerai le mavrilimumab et puis on aura encore des questions. Très bien. Donc, ici aussi, j'avais repris rapidement ce que je trouvais intéressant ou différent par rapport à l'artérite acellule géante. Donc, pour les Takayasu actifs, ils proposent plutôt un immunosuppresseur avec des glucocorticoïdes par rapport à l'utilisation de glucocorticoïdes seuls initialement, donc que ce soit méthotrexate, anti-TNF ou azatioprine. Et par contre, ils préfèrent ces 3 immunosuppresseurs-là au tocilizumab pour initier un traitement et réserver éventuellement le tocilizumab aux patients réfractaires. Et donc ici, je vous propose de discuter l'escalade du traitement par anti-TNF, l'utilisation du tocilizumab et du tofacitinib. Donc j'ai juste mis ici un rappel pour les anti-TNF dans la maladie de Takayasu. Donc c'est basé sur 3 études rétrospectives observationnelles et une étude de cohorte observationnelle qui font globalement 126 patients avec un taux de rémission moyen sur ces 4 études de 70%. Et le tocilizumab dans le Takayasu, donc on a principalement deux études. L'étude TACT 2017, un RCT sur 36 patients
tocilizumab versus placebo, qui n'avaient pas réussi à démontrer une différence significative, bien qu'elle soit chiffrée. Et l'étude Tocitaka, une étude ouverte sur 13 patients qui montrait donc un seul bras, qui montrait une rémission dans 85% des cas, avec une rémission sans glucocorticoïdes dans 54%. Donc, pardon, il y avait des placebos. TACT, c'est un RCT, donc c'est tocilizumab versus placebo. Donc, je n'ai pas repris ici parce que sinon, c'est vraiment trop de slides. Mais en gros, en intention to treat, il n'y avait pas de différence et en per protocole, il y avait une différence significative. On voit des différences de chiffres que je n'ai pas en tête, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de patients. Donc, ça paraît hallucinant. Pas traité. Oui, peut-être que j'ai peut-être remis ceci un peu trop rapidement, mais il y a des corticoïdes. Ouais. Mais je peux revoir après si tu veux. J'ai un autre set de slides. Donc ici, c'est d'abord une petite étude monocentrique, mais qui reprend un peu l'utilisation en vie réelle, donc de l'escalade du traitement par infliximab chez ces patients qui sont réfractaires. Donc, le traitement initial, c'était de l'infliximab 5 mg kg toutes les 6 semaines après l'induction. Et l'escalade était donc considérée comme donner des plus hautes doses d'infliximab ou de réduire l'intervalle d'administration entre 2 doses d'infliximab. Donc, les résultats, c'est qu'ils ont montré qu'ils ont eu besoin d'escalader le traitement chez 68% des patients pour la plupart du temps une persistance ou une récurrence des symptômes cliniques. On voit que cette intensification du traitement a permis d'augmenter la survie de la molécule, donc de 39 mois à 68 mois, quasiment un peu moins que le double. Et on voit que dans le groupe d'intensification du traitement, l'infliximab a dû être arrêté dans 30% des cas. Donc, quand même, 7 patients qui n'avaient plus de réponse au traitement et un patient qui a demandé l'arrêt. Quelques effets secondaires, mais je pense que c'est quand même connu dans les études avec des anti-TNF. Et donc, eux concluent que ça semble, en tout cas, peu inquiétant et qu'on pourrait optimiser en tout cas le traitement par anti-TNF, je suppose comme dans d'autres maladies, en fonction de la tolérance et en fonction des récidives chez les patients, s'ils ont un effet de fin de dose ou des choses comme ça. L'autre étude qui est sortie, qui est intéressante parce qu'elle concerne quand même 200 patients. Donc, c'est une étude multicentrique rétrospective qui évalue l'efficacité des anti-TNF versus le tocilizumab. Donc, on voit qu'il y avait 63% des patients qui recevaient des anti-TNF, majoritairement de l'infliximab et de l'adalimumab. Et dans les patients qui étaient traités par tocilizumab, donc 37% des cas, c'était intraveineux ou sous-cutané, avec une évaluation à 6 mois et qui montrait donc une réponse complète qui était assez similaire, 66% vs 70%. Et donc, il faut savoir qu'ils ont une étude prospective qui est en cours de recrutement. Et alors, maintenant, on va passer sur le dernier volet, donc l'efficacité des JAK inhibiteurs, en particulier le tofacitinib, versus deux immunosuppresseurs plus classiques, le leflunomide et ensuite le méthotrexate. Donc, si c'est une étude prospective sur 67 patients avec des patients qui étaient nouvellement diagnostiqués ou bien réfractaires, donc tofacitinib 5 mg versus leflunomide, quasiment 50%, avec des glucocorticoïdes, avec une évaluation à 12 mois. Et on voit que le leflunomide versus le tofacitinib font quasiment aussi bien l'un que l'autre, que ce soit à 6 mois, à 12 mois. Mais on observe que le tofacitinib permet de sevrer plus en corticoïdes, comme vous pouvez voir ici sur la troisième ligne. Par contre, au niveau des récidives, c'était quasiment la même chose. Et au niveau des effets secondaires, on observe qu'il y avait quand même plus d'effets secondaires dans le groupe leflunomide. La dernière étude, donc, c'est celle-ci, le tofacitinib versus le méthotrexate,
Donc, c'est une étude observationnelle prospective chinoise avec 53 patients, le même design et avec ici, par contre, une efficacité supérieure du tofacitinib versus le méthotrexate, avec 85% pour le tofacitinib à 6 mois, 12 mois, c'est quasiment la même chose, avec un taux de récidive cette fois-ci qui est inférieur chez les patients qui reçoivent du tofacitinib par rapport au méthotrexate. Et de nouveau, cet effet d'épargne cortisonique qui est plus importante avec le tofacitinib qu'avec les immunosuppresseurs conventionnels, et les effets secondaires qui semblent être moindres qu'avec le méthotrexate. Et juste le dernier petit mot, c'est que la différence entre le leflunomide et le méthotrexate, c'est quelque chose qui avait déjà été observé. Et donc, le leflunomide semble quand même être une des thérapeutiques qui semble être un peu plus efficace dans le Takayasu que le méthotrexate. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas retrouvé ça dans les guidelines actuels, sauf si je me trompe. Voilà, pour moi, c'est tout, Fred, si tu veux. Donc, au total, par rapport au Takayasu, alors que le métaux était quand même le médicament qu'on utilisait même éventuellement d'emblée avec les glucocorticoïdes, est en train de prendre un peu du plomb dans l'aile. On ne va pas reparler des conditions de remboursement parce que là, elles sont nulles dans le Takayasu, donc on est mal mis par rapport à ça. Mais je trouvais quand même intéressant l'histoire de l'éphénomide et d'un JAK inhibiteur. L'impression que dans les phases très inflammatoires, et donc on a l'expérience de la vague inflammatoire du Covid, où c'était quand même solidement efficace. Donc, on pourrait se demander si le tofacitinib ne serait pas utile au début du traitement, tu vois, de faire un truc glucocorticoïde, tofacitinib pendant 3 mois, par exemple, et puis après d'enchaîner avec l'éphénomide, par exemple. Ce qui aurait un autre avantage, c'est d'échapper quand même, d'une certaine façon, aux effets cardiovasculaires négatifs du tofacitinib. Il y a quand même eu des alertes par rapport à ça lors de traitements prolongés. Moi, si je devais réfléchir sans avoir une étude en tête, c'est quand même que peut-être pas le tofacitinib, mais d'autres JAK inhibiteurs, je pense, ont peut-être quand même une place en chronique parce que on pourrait quand même penser que ça a un effet sur la fibrose ou le remodelage vasculaire qu'on observe dans la deuxième phase, on va dire, du Takayasu. Et donc, éventuellement, moi, je pense que ça quand même nécessite quand même des études plus en avant pour voir justement cet effet au long terme et l'effet sur le remodelage vasculaire chez ces patients, chez qui, à la deuxième phase, parfois, on a beau donner des médicaments, on a l'impression qu'ils progressent sous forme de sténose et sans que ce soit vraiment inflammatoire, à la fois à la prise de sang ou bien aux imageries. Et donc, on comprend, j'ai l'impression, moins bien à la deuxième phase, on n'arrive pas moins bien à l'endiguer. Et donc, voilà, peut-être que ce sera c'est une très bonne remarque qui est valable d'ailleurs pour tout ce que tu as montré par rapport au Ortol. Il n'y a rien qui évalue l'incidence d'anévrisme de l'aorte avec ces nouveaux traitements par rapport aux glucocorticoïdes. Ce serait intéressant aussi d'avoir ce type-là de renseignements. Mais ça commence à arriver, hein, parce qu'il y a effectivement dans toutes ces études, comme ça, des analyses post-hoc où ils regardent les patients à plus long terme. Et donc, je n'ai pas la notion que c'est déjà sorti, mais je pense que ça va être quelque chose, effectivement, qui sera pertinent au moment où on choisit les traitements. Alors, voilà, ici, moi donc, j'avais prévu aussi surtout de vous parler des vascularités en cas, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps. Et j'avais gardé, en fait, l'étude mavrilimumab parce qu'en fait, on y avait participé, bien qu'on n'y a pas inclus de patients. C'était trois string failures, contrairement à Giacta, où là, on avait inclus 2 patients. Et donc, en fait, je voulais quand même repartir ici j'allais presque dire back to basics, mais c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé. C'est qu'en fait, les patients qui ont été inclus dans toutes ces dernières études ne sont pas les patients peut-être qu'on décrivait il y a 15 ans ou 20 ans, parce que les critères ACR de 1990, qui sont évidemment assez dépassés, ils ont été en fait updatés spécifiquement pour l'étude Giacta. Et donc,
on a fait des critères qu'on appelle les critères ACR modifiés, ou parfois on appelle ça les critères GIACTA. Donc, vous allez voir ce qui a changé. Donc, l'âge de début au-dessus de 50 ans et la VS au-dessus de 50, ça reste des choses qui étaient dans les critères ACR. Au début de GIACTA, il y a des patients qui n'ont pas pu être inclus parce qu'ils avaient une CRP augmentée et une vitesse de sédimentation qui était par exemple à 47. Et donc, les investigateurs ont un peu râlé et ils ont ensuite inclus un paramètre qui correspond évidemment beaucoup plus à ce qu'on fait dans la vie réelle, un paramètre basé sur la CRP avec un chiffre magique là, qu'ils ont fixé non pas à 2,5 mais à 2,45, s'il vous plaît. Et donc, pour être inclus dans ces études, dans GIACTA et par exemple celle dont je vais vous parler ensuite, il faut avoir d'une part, donc en plus de l'âge et des paramètres inflammatoires, il faut avoir d'une part une symptomatologie et d'autre part une preuve donc de vasculite des gros vaisseaux, mais qui n'est pas forcément la biopsie. Donc, les symptômes qu'il faut avoir, c'est soit les symptômes crâniens, donc évidemment, symptômes crâniens, c'est tout ce qui est les céphalées, la communication massétérine, l'hyperesthésie du cuir chevelu, mais les symptômes de PMR pouvaient également suffire à être inclus, moyennant qu'en plus de ces symptômes de PMR, on ait une imagerie qui montre une vascularité des gros vaisseaux. Et donc, moi, je peux vous dire que les 2 patients qui ont été inclus dans GIACTA ici à Erasme, ils l'ont été uniquement sur un PET et non pas sur une biopsie d'artère temporale. Et donc, ceci a le mérite aussi de remettre en exergue que finalement la vision moderne de la maladie de Horton, artérite acéleuse géante, c'est finalement trois clusters de maladies. C'est la PMR qui est parfois isolée, la forme crânienne, donc ce qui correspond réellement à l'artérite temporale, donc ce qu'on décrivait quand moi j'ai appris l'artérite acéleuse géante, on disait que c'était une artérite de l'artère temporale et de ses branches, et puis évidemment des données qui sont venues après, avec l'avènement du PET scan en particulier, donc le tableau de vascularité des gros vaisseaux qu'on voit éventuellement uniquement au PET scan, avec un syndrome inflammatoire biologique qui est par ailleurs inexpliqué chez une personne qui a l'âge qu'il faut. Et donc, je vais terminer ici avec une publication de 2022 dans ARD. Vous voyez qu'il y a notamment Daniel Blockmans à la KUL qui inclut pas mal de patients. Donc, Daniel Blockmans, il était à la fois dans les auteurs repris parce qu'ils avaient inclus beaucoup de patients dans GIACTA et également dans cette étude-là. Alors ça, c'est une molécule, donc on va parler ici du mavrilimumab. Donc c'est une molécule qui a déjà fait un peu ses preuves dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est un petit peu, évidemment, le laboratoire de ces nouvelles molécules, puisqu'on peut forcément inclure beaucoup de patients sur un temps court. Et donc le mavrilimumab, c'est en fait un anti-GM-CSF. Donc le GM-CSF, vous doutez, vous pensez automatiquement à ce qu'on utilise dans les neutropénies fébriles. Et donc, c'est une molécule qui va agir plus directement sur certains types de globules blancs, et notamment la lignée monocyte macrophage. Alors, j'aurais pu remettre la slide très chargée de Maxime avec les différents cibles thérapeutiques potentielles en fonction des endroits. Et si vous revoyez cette slide dans la présentation de Maxime, vous allez voir en fait que ce mavrilimumab, il agit vraiment à beaucoup d'endroits. C'est un traitement finalement assez ubiquitaire. Alors, désolé pour la qualité de la slide qui n'est pas facile à lire. Simplement, c'est parce que finalement, la partie du dessus et la partie du dessous sont un peu les mêmes, mais ils distinguaient des patients donc rechuteurs à des patients donc nouvellement diagnostiqués. Et donc, en fait, même design, hein, finalement, le but de toutes ces études, c'est l'épargne cortisonique. On est d'accord qu'on arrive à mettre une maladie d'Orton en rémission avec uniquement des corticoïdes, mais dans l'étude historique de Proven, là, qui reprenait une grosse série américaine, on avait jusque 90% des patients qui étaient avec des effets secondaires. Et donc, évidemment, l'enjeu maintenant dans cette maladie, c'est vraiment faire un maximum d'épargne cortisonique. Et donc ici, même design. Donc, un groupe reçoit le mavrilimumab en sous-cut pendant 26 semaines et un autre groupe un placebo. Et chacun des groupes reçoit donc de la prénisolone avec un tapering très court. Donc, vous voyez que finalement, dans toutes ces nouvelles études, vraiment la limite la plus longue de tapering des stéroïdes, c'est 26 semaines, ce qu'on jusqu'ici, on n'avait jamais fait dans le passé, ou alors au prix de récidives très fréquentes. Et donc, le endpoint, c'était. Donc, je reviens très rapidement
sur le rationnel de bloquer le GM-CSF. Donc, le GM-CSF, il a un impact sur les macrophages, mais il va aussi jouer sur la différenciation des lymphocytes T helper en TH1 et TH17. C'est une erreur, ce n'est pas TH, c'est TH17. Et il va aussi jouer sur l'expression de l'interleukine 6 et de l'interféron gamma. Donc, finalement, indirectement, un anti-GM-CSF, c'est aussi un peu un anti-L6. Alors, quel avantage potentiel il aurait sur l'anti-L6? C'est d'avoir un spectre d'activité plus large. Et ça, c'est très important parce qu'on n'a pas discuté jusqu'ici. C'est que finalement, on peut parfois un peu surestimer un effet du tocilizumab parce qu'il va, il va mettre au plancher la VS et la CRP. Et donc, on aura peut-être tendance, sans trop aller prêter attention aux symptômes, de dire que le patient est automatiquement en rémission dès lors que sa VS et sa CRP, bien souvent, s'écrasent rapidement. Donc ici, le GM-CSF, il a moins d'impact sur les protéines de phase aiguë, ce qui peut être intéressant dans l'évaluation de la réponse. Et donc ici, l'endpoint primaire, c'était le temps vers la première rechute. Et donc cet endpoint primaire est atteint, de même que l'endpoint secondaire principal, qui était la rémission soutenue à la semaine 26, donc qui est plus fréquemment, donc il y a une plus grande fréquence statistiquement significative dans le groupe mavrilimumab, qui par ailleurs a un profil de sécurité intéressant, puisque si on regarde les patients qui avaient fait au moins un adverse event, il y en avait plus dans le groupe mavri que placebo, et idem pour il y en avait moins, pardon, et idem pour les serious adverse events. Donc finalement, si on voulait un peu conclure, c'est qu'on a, et donc ça, cette partie-là, je ne m'y engagerai pas pour une autre fois. Et donc, ce qu'on peut un peu conclure, c'est que finalement, on a beaucoup d'armes à notre disposition, en tout cas d'un point de vue théorique, avec toutes ces études qui sortent, pour arriver au but final, c'est d'arriver à utiliser moins de stéroïdes dans cette population âgée qui est particulièrement sensible aux effets secondaires, et qu'actuellement, en Belgique, la seule chose dont on dispose réellement en pratique, c'est le tocilizumab, mais avec des conditions de remboursement qui sont finalement pas si défavorables que ça. Et après, donc que ce soit pour les patients qui ne répondent pas au tocilizumab ou des patients avec un Takayasu, là, on doit un peu plus chipoter avec des systèmes d'échantillons où là, effectivement, on peut un peu partager nos expériences des échantillons. Mais en tout cas, il faut savoir que maintenant, Roche, par le système d'échantillons qui s'appelle Roche Pro, finalement, permet d'avoir des échantillons sans qu'on ne donne plus de justification. Donc, avant, il fallait introduire un dossier qui était analysé par des experts qui disaient oui, c'est bon, c'est pas bon, et qui finalement prenaient un petit peu la main mise sur le suivi du patient en disant vous aurez du tocilizumab si vous essayez encore du méthotrexate pendant 4 mois en montant les doses. Ici, maintenant, on demande et dans la limite du nombre d'échantillons qu'on peut avoir par an et par médecin, on les reçoit. Il me semble que c'est plus facile justement avec le tocilizumab que pour les anti-TNF, puisque dans le Takayasu, évidemment, les anti-TNF restent une option tout à fait valable. Et là, moi, en tout cas dans mon expérience d'internisme, en ayant évidemment moins de contacts au sein des firmes qui font notamment les biosimilaires, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile d'obtenir des anti-TNF. Ok, voilà. Merci. Peut-être relâcher le partage d'écran. On va voir s'il y a des questions chez nous ou à distance. Questions, commentaires. Mathieu, non? Non, c'est content? très bien, très clair. Ok. Par rapport à l'infliximab dans le Takayasu, qui était donc l'infliximab IV au départ toutes les 6 semaines, mais avec des modifications d'intervalle en fonction de l'efficacité. Je me posais la question de l'infliximab sous-cutané, donc le Remsima, qui offre des concentrations beaucoup plus stables plutôt que d'avoir des pics comme avec l'IV. Ça te donne, c'est essentiellement être canalisé dans le Crohn, ça te donne des concentrations beaucoup plus soutenues par l'administration sous-cutanée par semaine. Et je pense qu'il y a peut-être la place pour se poser la question de savoir si dans des maladies comme les vasculites des gros vaisseaux, en particulier le Takayasu, si ça pourrait éventuellement être plus efficace qu'avoir des pics de médicaments. Question ouverte, hein, la réponse serait peut-être l'inverse,
mais je trouvais que c'était que l'expérience du Crohn a été assez intéressante par rapport à ça. Si, moi, je n'ai pas vu d'études sur le. Je n'ai pas tout feuilleté sur les anti-TNF et le taquet et tout, mais je n'ai pas vu d'études avec du sous-cut. Et si je dois utiliser la petite expérience que j'avais eue à Paris, ils n'utilisent pas non plus l'infliximab, en tout cas en sous-cut. Parfois, alors, ils relaient plutôt vers l'adalimumab en sous-cut. Oui. Enfin, on a l'impression que l'adalimumab, quand on voit des comparaisons dans une série d'affections, je pense notamment à la maladie inflammatoire du tube digestif, j'ai l'impression que c'est quand même moins actif que l'infliximab. OK. Mathieu. Mais c'est pas grand-chose. Maintenant, toujours sur le TNF et le Takayasu, il y a une slide où il y avait la survie de la molécule. C'est quoi? Oui. Mais donc, la survie de la molécule, c'est, je pense, oui, c'est ça, c'est la durée pendant laquelle tu peux utiliser la molécule avant que celle-ci ne devienne plus efficace. Et donc ici, notamment les anti-TNF, comme dit Bruno, c'est parfois l'apparition de simplement la récidive ou bien aussi l'apparition d'une inefficacité avec l'apparition d'anticorps anti-TNF. OK. Et donc, dans des maladies aussi rares, bon, je pense qu'on n'aura jamais de données fiables sur l'induction d'anticorps anti-biothérapie. Et donc, ça, c'est plutôt des données qui viennent d'arthrite rhumatoïde, de Crohn. Et voilà. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, à Paris, était souvent fait d'associer à visée anti-immunisatrice un immunosuppresseur conventionnel, type méthotrexate ou azathioprine, afin d'augmenter aussi cette survie médicamenteuse. C'était quelque chose qui était fait assez régulièrement d'emblée. Je pense qu'à la limite, l'information la plus intéressante, la plus importante de toute cette présentation, c'est que dans les guidelines américaines, maintenant, ils ont franchi le pas d'aller dire qu'on ne traite plus des patients par corticoïdes tout seul. Et donc, ils disent qu'il faut les remettre sous corticoïdes plus tocili ou corticoïdes plus métaux. Mais donc, ça a quand même une avancée par rapport aux guidelines européennes. Et aussi, c'est peut-être lié au fait que quand les guidelines européennes ont été faites, elles sont parues en 2018. Vous voyez ici tout ce qui a suivi, parce qu'au finalement, on a l'impression qu'on a essayé de reproduire GIACTA avec des petites variations dans le design, des analyses post-hoc. Mais après, il faut quand même reconnaître que les données se sont accumulées, que finalement, on se rend compte que même GIACTA était un peu petit bras, puisque finalement, on arrive à avoir des résultats très satisfaisants avec des taperings très très courts de corticoïdes, voire éventuellement plus du tout de corticoïdes Péros dans l'étude suisse de Peter Rudiger. Ce qui est quand même très audacieux, il faut le reconnaître. OK. Enfin, bon, avec tout ça, la seule chose qu'on peut prescrire sans se poser de questions, c'est du métaux. Oui. Même l'Araval, le funomide, est sujet à des conditions de remboursement assez strictes également. Donc, on reste quand même comme... Bon, ça c'est le refrain habituel. À chaque fois qu'on est amené à discuter de biologique, c'est le refrain, quoi. C'est les conditions de remboursement. Mais donc, voilà, on a quand même... Réjouissons-nous plutôt que, pour une fois, le tocilizumab, on a quand même cette arme maintenant dans l'artère géante avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et donc, ça c'est depuis 1 an. Et le remboursement n'est pas extrêmement difficile à avoir. Oui, OK. Eh bien, OK pour cette note positive.